Empreinte, une émission conçue et présentée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi, chaque vendredi de 10h à 11h sur Alger Chaîne 3. Bonjour chers amis auditeurs, fidèles auditeurs de l'Alger Chaîne 3. C'est vendredi donc votre émission Empreinte, conçue et animée par Abdelkrim Tazarout, réalisée par Kamel Oularbi. J'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de recevoir Akli Ourad. Akli Ourad, ingénieur de formation, ingénieur en génie civil de formation, mais écrivain, donc il vient d'éditer un récit, un ouvrage très intéressant, préfacé par Salah Gemrich, et qui s'appelle tout simplement De Londres à Jérusalem, terreur plutôt promise. C'est un récit poignant, déchirant, un récit qui donne froid au dos, un récit d'une actualité brûlante. Et donc, il est là. Merci d'avoir accepté notre invitation, Akli Ourad. C'est avec un grand plaisir, Abdelkrim. Donc, il est là pour répondre à nos questions et pour surtout nous parler du livre. Alors, pour ceux amis auditeurs qui ne le savent pas, Akli Ourad est le frère cadet de notre ami journaliste et grand reporter Meziane Ourad, qui faisait partie de la célèbre équipe d'Algérie Actualité et qui avait aussi travaillé devant quotidien Liberté. Mais aujourd'hui, on va parler d'Akli Ourad. Est-ce que vous avez toujours rêvé d'écrire ? Alors, c'est la question qu'on a envie de vous poser. En fait, j'ai rêvé de faire autre chose que de l'ingénieur. C'est sûr. Mon premier amour, c'est le théâtre. J'ai été comédien dans ma vie, dans ma première vie, avant d'émigrer en Angleterre. Et j'ai fait partie de la fameuse troupe de Bza. De Bza, comme Meziane. Comme Meziane, j'ai rejoint Meziane. En fait, moi j'ai fait partie de la génération qui est venue juste après Meziane. On a repris un peu le flambeau. Disons que j'ai rejoint de Bza vers 83-84. J'ai par la suite constitué ma propre troupe. Day, et nous étions de Hussein-Day, oui. Mais composé quand même de comédiens venant un peu partout d'Alger, pas seulement Hussein-Day. Et nous avons été sponsorisés par le TNA. Nous avons participé aux 2 premiers festivals professionnels mais pas hors concours. Ouais. Parce que nous étions des amateurs hors concours, mais nous avions fait aussi Mostaganem, nous avons fait à l'époque il y avait comment ils appelaient ça, on se déplaçait avec le TNA, là où la troupe du TNA partait. Moi-même, par la suite, j'ai rejoint la troupe de Al-Qala, la citadelle. Oui, qui a été avec des professionnels. Avec des professionnels, avec les 4 transfuges du TNA de l'époque, qui étaient Ziani Chevayed, les défunts Mzdin Djoubi, Ben et Sonia. Oui. Et je suis monté sur scène avec Djoubi et Sonia dans un remake de Hafil Tassir. J'ai en face de moi un grand comédien au parcours. Alors, chose aussi exceptionnelle que vous partagez avec votre frère, qui est connu en tant que journaliste reporter et qui, mine de rien, a joué au moins dans 10 longs métrages cinéma. Exactement. Donc, quand j'ai mis son nom dans le dictionnaire sur les acteurs et actrices, les gens m'ont dit, mais d'où est-ce qu'il sort ? Je me dis, mais écoutez, regardez, il joue au moins dans 10 films. Et donc, on découvre. Mais aujourd'hui, on respecte votre parcours artistique. Je crois que c'est un peu le trait commun d'une génération d'Algériens qui ont évolué soit avec une guitare à la main, soit avec du théâtre, soit avec un pinceau. Ils ont tous été un peu à cette école qui était à l'époque les associations. Non, mais c'est magnifique. Hein. C'est vraiment. On parle d'une génération dorée. Nous sommes la génération d'indépendance. Nous sommes tous la première. Enfin, c'est la première génération d'indépendance. On avait soif de nous exprimer. On retrouve. Maintenant que vous le dites, je me suis posé une question en lisant votre ouvrage. Mais maintenant que vous le dites,
on retrouve le comédien et on retrouve cette répartie, cette aisance devant des situations, j'imagine, parce qu'un comédien qui affronte son public, ce n'est pas une situation anodine, c'est quand même un défi au quotidien. Et là, on retrouve, c'est de Londres à Jérusalem, et là, vous jouez sur un jeu de mots, de la terre promise qui est connue, vous parlez de la terreur promise. C'est à la fin de votre voyage, vous assurez, c'est la terreur promise. Alors j'aime beaucoup votre photo qui illustre votre couverture de votre récit. C'est toute la terreur promise, justement. C'est toute cette oppression. On voit un adolescent à qui on a bandé les yeux, qui a les yeux bandés par une armada de soldats, de militaires de l'entité sioniste. On ne peut pas mieux illustrer ce qui se passe en Palestine. Exactement. Vous avez parlé de deux choses. D'abord, le style. Le style, c'est un style tiré de mon passé de comédien. C'est un style d'écriture et basé beaucoup sur la forme satirique, humoristique, mais et beaucoup de sarcasme. L'humour noir. Noir. En fait, c'est ce qu'on utilise, nous, sur les planches, quand on rigole un peu, on tourne en dérision des situations dramatiques, tragiques, pour un peu les dénoncer. Ça, c'est le propre des peuples méditerranéens. Exactement, c'est notre trait de caractère. En ce qui concerne la photo, il fallait illustrer la page de couverture. Je voulais le faire avec une photo et non pas par une quelconque illustration. Je voulais une photo forte. Elle est forte. Elle est forte. Et cette photo-là est connue. C'est un enfant qui a été arrêté lors de l'intifada, la dernière intifada. C'est dans la ville de Hébron. Et le photographe s'appelle Wissam Al-Shamoun, et le Hébron, il travaille toujours. Ils sont armés jusqu'aux dents, il a les mains nues, mais comme si on détenait quelqu'un qui avait en sa possession l'arme nucléaire. Et en plus, cette photo-là, elle est un peu coupée parce qu'il y avait beaucoup plus de soldats que ce que nous avons. On imagine. C'est un jeteur de pierre. Il a fait le pauvre 6 mois de prison, son petit garçon. Voilà, donc. Alors, ce qui est intéressant dans votre regard, parce que vous revenez vraiment, j'allais dire, complètement retourné, parce que vous avez imaginé le pire, mais vous avez vu le pire. Plus que le pire, s'il y a un mot à... Je dis qu'Israël ne m'a pas déçu. Sur ce plan-là. J'ai été voir le pire et elle m'a pas déçu. Elle m'a montré le pire. Alors, par contre, ce que j'aime, c'est quand même, vous gardez votre lucidité. J'aime bien cette lucidité parce que vous mettez en exergue un journaliste israélien, d'un grand journal israélien qui s'appelle Gideon Levy. Gideon Levy. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit tout simplement, c'est ce que vous mettez en exergue, 2 peuples partagent la même terre. Un peuple a tous les droits et l'autre n'a aucun droit. Cela ressemble à l'apartheid. Cela parle comme l'apartheid. C'est l'apartheid. C'est fort. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Gideon Levy est connu, il est très connu. Et lui dénonce constamment le colonialisme, l'apartheid d'Israël. Il répète le mot apartheid. Depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Et il est très très connu. Il est toujours établi en Israël. Par contre, vous dites quelque chose qui on pense tous connaître la Palestine, ce qui se passe en Palestine, sans avoir mis les pieds, sans avoir eu un autre regard que celui des Occidentaux. Ce que vous dites quand même incroyable, c'est qu'ils sont tous armés. Ah oui. Ils sont tous armés. Ah oui. Femmes, hommes, colons ou pas colons. Même les adolescents. Ils sont tous armés. Ça aussi, c'est une information de première. Et des informations de première, c'est pas ce qui manque dans votre livre, parce que là, vous mettez de côté votre métier d'ingénieur en génie civil, mais vous êtes le reporter qui part en mission et vous la préparez. Au départ, quand votre patron l'annonce,
il a pris des pincettes parce qu'il pensait vous J'allais dire non. Voilà, il va dire attention. Alors, racontez-nous d'abord pour nos amis éditeurs, moi je connais l'histoire, mais c'est bien de l'entendre de votre bouche, comment ça s'est passé cette histoire-là de mission. C'est une mission qui s'est déroulée... Vous travaillez dans une entreprise internationale. Exactement. C'est une mission qui a eu lieu il y a quand même un quart de siècle. C'était en 1999. Pourquoi 99? Parce que c'est venu juste après les accords d'Oslo. D'Oslo. En général, moi je travaille dans l'aide au développement et j'interviens beaucoup sur des programmes de reconstruction dans des zones de conflit après accord de paix. Et donc je m'occupe. Donc là, il s'agit de revoir le réseau routier qui a été cédé à l'autorité palestinienne après les accords d'Oslo. Mais ça reste une zone de conflit. La Palestine, surtout les territoires occupés, la Cisjordanie, c'est un no-go zone pour beaucoup de Britanniques. Donc moi je travaillais dans un bureau d'études internationales. Le patron avait vu 2 ou 3 autres ingénieurs à ma place avant de venir me voir. Ils ont refusé, bien entendu. Et moi c'était une aubaine, une opportunité. Il a failli tomber à la renverse quand je lui dis vous me faites un grand cadeau là, vous allez m'envoyer en Palestine, c'est là où je veux aller. Parce que vous allez vous saisir de cette opportunité. Pour faire mon reportage. Non, en fait. J'aime bien parce que vous dites toute ma jeunesse c'était Thawra al-Falistiniya, c'était Sha'b al-Falistini. Ça venait d'ici, non? De chaîne 3. De chez nous, enfin de nos chaînes. De la radio. Sawt Thawra al-Falistini. C'est vrai qu'elle a bercé un peu elle a bercé notre enfance, notre jeunesse. Et j'ai toujours cette envie d'aller voir. C'est une opportunité incroyable. D'aller voir ce que c'est. D'aller voir et vous êtes protégé. Vous partez parce que vous avez en plus le passeport britannique. Donc vous dites c'est un bouclier imparable. C'est ce que je pense. Ce qui est loin d'être le cas. Mais bon, on va aller comme au théâtre, crescendo. On va aller crescendo. Et là, vous parlez de quelque chose qui date quand même de 99, mais vous faites des rappels qui a été rappelé par votre préfacier. Donc, comment ça, des problèmes commenterait un député franco-israélien représentant de Netanyahou à l'Assemblée nationale de France. Israël, il la qualifie la seule démocratie de la région, dont l'armée est la plus morale du monde, n'a pas de problème. Ce sont les Palestiniens qui lui causent des problèmes. Ça a été le fonds de commerce de l'entité sioniste. Du sionisme, du sionisme et de ses défenseurs, des sympathisants, sponsors. Voilà, seule démocratie de la région et l'armée la plus morale. Comment peut-on vendre un tel argumentaire? Une armée qui tue, qui assassine, qui pille, qui bombarde des écoles, des hôpitaux, comment peut-on parler d'une armée morale? Ils ont réussi à vendre ça dans le monde occidental. Parce qu'ils détiennent l'information. Oui, avec le temps. Avec le temps, ils sont arrivés à détenir pas seulement l'information, mais aussi les finances, l'économie, mais aussi les chancelleries dans le monde entier. Donc, ils sont arrivés à vendre ce mensonge. Ouais. Ce grand mensonge, alors qu'aujourd'hui on sait très très bien que Israël n'est pas une démocratie, mais un système, un État qui applique l'apartheid, c'est un État ségrégationniste, raciste. Ouais. Et c'est un peu le génie de ce qui se passe, des militants palestiniens à Gaza. Ils ont mis à nu ce grand mensonge. C'est ça. Il y a eu maintenant, il y avait un avant 7 octobre et après 7 octobre. Oui, mais quand même de l'autre côté, il y a la résistance parce que vous discutez de ce qui se passe actuellement à Gaza. Ce qui se passe, c'est inhumain, c'est innommable, ça défraie toutes les chroniques. Et les gens vous disent, c'est la faute de Hamas, c'est le 7 octobre. Mais dans votre récit, vous rappelez Shabra et Shatila, les gens en oublient.
On a la mémoire courte. Alors, j'ai rappelé type de récit, ce type de livre permet de rappeler. Donc, ça a été une succession d'agressions, de déni, de violence et d'apartheid. J'en reviens à l'apartheid, c'est exactement cela. Hein. Mon livre, en fait, c'est un récit de ce que j'ai lu. En fait, je mets en porte-à-faux ce grand mensonge que c'est une démocratie, qu'ils ont une armée plus morale du monde. Mais je démonte ce mensonge-là, pièce par pièce, à travers mon vécu. C'est ça, et à travers le récit, au quotidien. J'ai été palestinien pendant des jours avec eux. C'est ça. J'ai vécu comme un palestinien. Personne ne peut vous contredire. Et ça, c'est des faits. C'est des faits. Et qui existent encore aujourd'hui, encore pire, dans des situations, les séparations, les murs, les barrages. J'étais content quand vous avez parlé du mur. Parce que le mur, on en parle. Mais les gens ne mesurent pas ce que c'est. Il est oppressant, il faut le voir. Et moi, j'ai eu l'occasion de le voir lors du Festival du cinéma engagé d'Alger, où il y a eu des films documentaires et une fiction d'un film fait par les Palestiniens. Et le réalisateur s'est contenté de filmer le mur. Alors, il le filme sous un angle où on voit que c'est gigantesque. C'est impressionnant d'abord. Puis, il a 8 mètres de hauteur et 8 mètres de fondation. Oui, mais c'est impressionnant, c'est-à-dire à hauteur d'homme, le peuple palestinien, il est écrasé. Il est écrasant. Et il est écrasant. Après, comme vous le citez dans votre livre, la séparation est immense. C'est-à-dire, d'un côté, vous avez une cité, une ville, avec toutes les commodités, et de l'autre, c'est vraiment... je fais un grand parallèle. C'est ça. Enfin, je fais des flashbacks ou des parallèles, si on peut appeler ça. D'abord avec la révolution algérienne, parce que c'est beaucoup. Avec le cas algérien, parce que c'est un vous le rappelez beaucoup de peuplement. Et vous rappelez l'estime qu'ont les Palestiniens de la révolution algérienne. Encore plus important, ce n'est pas que de l'estime. Ils ont contribué financièrement à la révolution. Financement à la révolution. Ils faisaient des quêtes. Alors que on parle de 54 et 54 c'est pas loin de 48. Hein. Donc c'est 4-5 ans après la Nakba. Vous relevez deux faits importants parce que quand vous dites il y a des gens qui vous disent ça, parce que les gens, malheureusement, il y a des gens qui ne lisent pas. Là, il y a des gens qui sont colonisés par tout ce qu'ils entendent ailleurs, donc par les médias occidentaux, et vous dites, en dépit de tout, dans votre récit, vous dites, en dépit de tout, de la misère, de la soif, de la terreur, de l'apartheid, c'est un peuple cultivé. Vous avez tenu à le souligner. Instruit selon les sondages des instituts internationaux, c'est le peuple le plus instruit. Ils ont plus de détenteurs de 3e cycle au mètre carré que les Israéliens eux-mêmes. Malgré toutes les milliards qu'ils reçoivent, toutes les facilités qu'ils ont et le soutien militaire qu'ils ont, le Palestinien, en fait, il ne lui reste que l'éducation. Ils ont investi beaucoup. Ils en profitent. Et je parle du lien aussi qu'il y a entre les Arabes de 48, c'est-à-dire les Palestiniens qui sont restés dans ce qui est Israël aujourd'hui de manière officielle, et les Palestiniens qui sont sous territoire occupé. C'est un peu le lien avec leurs frères palestiniens qui sont toujours dans les territoires occupés en matière d'éducation. Ils aident beaucoup dans le financement de leur cursus universitaire. Alors, on apprend aussi une chose, c'est-à-dire quand on parle, même pour nous, d'autres intéressants qui s'intéressent à cette question, vous parlez d'une Palestine qui vraiment parsemé, qui est vraiment partagé en petits morceaux, qui est très difficile d'imaginer cet état, tellement il est parcellaire, il est morcelé, C'est impossible. En fait, quand on visite Palestine, on comprend que la solution à 2 États, que claironnent beaucoup de pays dans le monde, y compris le monde arabe, est une solution utopique. Elle ne peut pas exister.
C'est vraiment impossible. Quand on voit comment... vous savez, la Cisjordanie, par exemple, est une région vallonnée. Elle ressemble un peu en Kabylie, moins boisée, mais avec beaucoup de collines. Imaginez, sur chaque sommet de colline, il y a une colonie. Et certaines de ces colonies, c'est des villes. Hein. C'est carrément la ville d'Ariel. Et armés en plus. Mais ils sont tous armés, bien entendu. Ouais. Et on a poussé les Palestiniens parce qu'on leur a retiré leurs terres, on leur a volé leurs terres, on leur a volé leurs puits d'eau, on leur a volé leurs routes, leurs accès et tout. On les a poussés vers des enclaves qu'on a entourés avec des murs ou du barbelé parfois, qui sont de véritables camps de concentration. Quand on voit ça, il est impossible de parler de deux États. D'ailleurs, dans les accords d'Oslo, on n'a pas pu tout de suite délimiter les territoires et établir deux États parce que il était impossible de faire sortir ces colons. On parle de la partie la plus extrême, la plus sanguinaire des occupants israéliens. Alors, il y a dans la Cisjordanie, il y a un réseau routier emprunté que par les colons. Ouais. C'est un réseau autoroutier bien entretenu, et vous avez un réseau routier qui lui n'est réservé qu'aux Palestiniens. Il est dans un état lamentable, et en plus pour faire 2 kilomètres il passe par 4 ou 5 barrages dans lesquels il peut être tué à tout moment. Alors, je fais rapidement un parallèle avec notre situation durant la guerre de libération. La Casbah, où il y a plusieurs barrages avant de descendre vers la ville européenne, et l'accès au quartier européen qui était interdit, sauf aux femmes de ménage, aux Arabes, sauf aux femmes de ménage. Vous le faites, ce parallèle aussi? Oui. Sauf que là, on est dans la même ville. C'est peut-être Jérusalem. Hein. Oui. Vous êtes en train d'écrire un peu le cas de Jérusalem, où vous avez la Jérusalem Est. Jérusalem, c'est pire, parce qu'ils n'ont même pas le droit d'aller prier. Alors j'explique qu'il n'a pas le droit d'aller. Les seuls Palestiniens qui ont le droit d'aller prier dans la mosquée d'Al-Qibli qui se trouve, la grande mosquée d'Al-Qibli qui se trouve dans Jérusalem, sont les Palestiniens de Jérusalem Est, qui ont le statut de résidents. Donc vous voyez, ce sont des descendants de Palestiniens qui ont vécu sur cette terre depuis 10 000 ans. Aujourd'hui se retrouvent résidents. Ils n'ont aucun droit, ni un droit de vote, ni un droit de circulation, ni un droit. Et si l'un d'eux parte pour une raison ou une autre, pour plus de 6 mois de Jérusalem, il part pour faire des études ou se soigner, il n'a plus le droit de revenir. C'est plus le droit de retour. De retour, oui. C'est ceux-là qui ont c'est les seuls qui ont le droit d'aller à Al-Aqsa. Les mosquées d'Al-Aqsa, il y a plusieurs mosquées dans Al-Aqsa, parce que le vieux Jérusalem se trouve sur la partie musulmane de Jérusalem. Mais sinon, et là on parle d'1 million et quelques de Palestiniens. La majeure partie des Palestiniens sont en Cisjordanie. Aujourd'hui, nous avons plus de 3 millions, plus de 2 millions, 200 qui sont à Gaza. Ceux-là n'ont pas le droit d'aller prier à Al-Aqsa. D'ailleurs, il y a un petit chapitre, il y avait un petit passage où je parle de ça. On parle de ton privilège et de l'intégrité. Alors, vous continuez, vous dites Palestine, l'objectif d'Israël est de faire disparaître ce peuple autochtone qui les empêche de concrétiser leur rêve de faire d'Israël un État réservé aux seuls Juifs. Exactement. Maintenant, en une phrase, vous résumez toute la politique de l'entité suisse. Aujourd'hui, c'est confiné dans une loi. Netanyahou a fait voter une loi de l'État-nation juive en 2018, dans laquelle il dit clairement que toute la Palestine est pour les Juifs. Leur rêve, ils s'en cachent pas. C'est un rêve sioniste qui date depuis 1885, et de chasser tous les Palestiniens de Palestine et d'en faire un foyer juif que pour les Juifs. Ce qui se passe actuellement
Voilà, l'épisode de Gaza est une étape dans la réalisation de cet objectif. Vous savez, le sionisme a monté ce grand mensonge d'une terre sans peuple pour un peuple sans terre. C'est vrai que c'est... Voilà, alors que c'est une terre qui a été toujours... C'est une des terres qui a été... Les villes de Palestine, la dernière des dernières villes de Palestine existe depuis 5000 ans avant Jésus-Christ. Ça, c'est l'histoire qui est la thèse, c'est pas avec les Horad, mais c'est l'histoire qui est la thèse. C'est l'histoire. Mais comment ne pas parler du génocide quand on parle de Gaza? On peut parler que de génocide. Le mot même paraît maintenant trop faible, parce qu'il faudrait inventer autre chose que... Il y a plus grave que génocide. Il y a plus grave que génocide. Couper l'eau, l'électricité, le gaz, bombarder les hôpitaux, bombarder les écoles et... couper toute aide alimentaire, c'est quoi? C'est pas la première fois qu'ils font ça. Les gens sont émus maintenant parce que ça se passe, c'est une guerre en direct. Hein, avec les réseaux et tout, on est tous émus parce qu'on voit, mais c'est pas nouveau. Hein. Le nettoyage ethnique et l'apartheid, tout ça a commencé avec le mandat britannique qui a commencé en 1920. C'est des Britanniques qui ont ouvert les portes à l'exodus des Juifs du monde entier qui n'ont absolument aucune racine en Palestine à venir s'installer et créer leur foyer juif avec l'objectif des Britanniques et de tous les Européens, c'était de se débarrasser de leurs Juifs d'Europe. Ils ne voulaient pas d'eux en Europe. Il faut se rappeler que à cette époque-là, l'antisémitisme et vous mentionnez bien, c'est le seul État qui a été créé par la grâce d'une résolution de l'ONU. Ça n'existe pas. Alors, les États en général, c'est l'aboutissement d'un processus historique. C'est ça. Mais il a été créé par une résolution. C'est une exception et ça dure. Donc, on est passé tout à fait au début du XXe siècle. Il y avait 4% de Juifs autochtones. Donc, on est passé d'une population de 4% d'autochtones à 30%. De la population, de toute la population de Palestine historique en 1947, lors de le vote de cette résolution injuste de l'ONU, qui a été votée à l'époque que par des pays colonialistes. On est en 1947, presque tout le sud global était occupé. Et c'est à ce moment-là qu'on a donner 55% de cette Palestine historique à 30% d'une population importée. Et on a réservé que 45% au futur État palestinien qui, lui, représentait à l'époque 70% de la population. Et là, on est à 50% aujourd'hui. Et vous confirmez, quand vous dites la traversée du mur de feu, c'est le génocidaire de Gaza. Donc le sieur Benjamin Netanyahou martèle à toutes les tribunes internationales qu'il est fier d'avoir empêché la création d'un État palestinien car il ne veut pas d'une police, encore moins d'une armée palestinienne autour de Jérusalem et de la périphérie de Tel Aviv. Et ça, c'est pas uniquement Netanyahou qui le dit, mais tous les colons et tous les sionistes. Parmi les dirigeants, c'est le seul qui le dit. Ça ne veut pas dire que les autres n'avaient pas la même politique. Ils suivaient tous la même stratégie. D'ailleurs, les expansions, les colonies sont beaucoup plus développées lors des gouvernements des travaillistes, c'est-à-dire de gauche. La seule différence qu'il y a entre Netanyahou et les autres, c'est que Netanyahou le dit. C'est un messianique, c'est un gars de l'extrême droite. Il dit clairement, avec des mots crus, les objectifs du projet sioniste. Plus qu'Israël, c'est plus que sioniste. C'est l'entité sioniste. Du projet sioniste. Et il le met en œuvre. Il le fait aujourd'hui avec les bombardements de Gaza, mais Rabin, par exemple, le signataire des accords d'Oslo, c'est sous son régime que toutes les colonies dans la Cisjordanie se sont établies.
C'est lui qui a occupé Jérusalem. Vous le rappelez, on passe 63, vous faites un rappel de ces premiers ministres, d'Ariel Sharon. On a oublié ce bourreau, ce sanguinaire de Shabra Shatila. C'est comme si c'était ancien, c'est récent, c'est 82. C'est récent. On oublie tous les autres, hein, Ehud Barak, et on oublie... Deir Yassin, le premier. Oui, après la première intifada, la deuxième intifada. Moi, je parle de deux génocides. Il y a un génocide speed, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Et c'est pour ça que nous sommes émus, parce qu'on a tué depuis le 7 octobre 2022. Mais par contre, on a commis deux autres Gaza depuis 47. Depuis, je parle de 48 plutôt. Hein. 47, c'est la résolution. Depuis 48, il y a eu 100 000 morts. Hein. 100 000 morts tués par les différentes factions. D'abord, terrorisme sioniste et par la suite par l'armée régulière d'Israël. Donc on est à 150 000, hein, plus sans oublier les 700 000 expulsés. Ça aussi on l'oublie. Pendant les années 48-49. Et là je fais rappeler quelque chose qui est extrêmement important, de parler de Nakba. Parce que Nakba veut dire juste une catastrophe dans la langue Nakba en arabe, alors que ce que Israël a commis est un nettoyage ethnique qui est interdit par le droit international. Et lui, il a documenté exactement qui est responsable, qui a exécuté ce nettoyage ethnique. On a expulsé 60% de la population palestinienne de l'époque de ces terres, et on a assassiné 20 000 personnes dans le processus. Les 20 000 que les Israéliens, que l'armée, les armées à l'époque, il y avait Haganah, il y avait l'Irgun, il y avait Stern, ce sont des groupes terroristes, eux ont exécuté, les 20 000 qu'ils ont exécutés, c'est l'élite de la Palestine. Ils les ont exécutés avant même le vote de la résolution. Et ils avaient mis en place un stratagème incroyable. Dès le départ, c'était la terreur. C'était la terreur. C'est-à-dire, ce que l'on dit maintenant, ce que les médias occidentaux disent maintenant, comme si pour eux tout a commencé le 7 octobre 2024. Oh, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça a commencé en 1947. Vous parlez de 20 000. Il y a un journaliste, j'ai oublié son nom, qui leur a répondu ce qu'a fait Israël et le résultat du 7 octobre, mais justement ce qu'a fait Hamas le 7 octobre et le résultat de ce qu'a fait Israël avant le 7 octobre. Absolument. Et vous le dites aussi, en observant la masse extrêmement dense des colonies, on se rend compte rapidement qu'Israël n'a pas et n'aura jamais l'intention de partager avec les Palestiniens la terre qui leur a été saisie de force. Il est pratiquement impossible d'évacuer toutes ces colonies, dont certains ont la taille d'une ville, habitées par des individus militarisés jusqu'aux dents, soutenus et protégés par une armée qui se présente ironiquement comme la plus morale du monde. Voilà, on a déjà Selon donc votre constat, on est dans l'utopie de création de deux États. Et à l'époque, il y avait 300 000 colons dans la Cisjordanie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a autour de 800 000. Donc on parle d'une situation qui est 3 fois plus grave que ce que moi j'avais vu D'où l'importance d'avoir des reporters, d'avoir de l'information de quelqu'un qui est sur place, c'est-à-dire à qui on ne peut pas faire passer n'importe où, gober n'importe quel... Donc, vous voyez, cette importance de l'information. On a triplé la population de peuplement de la Cisjordanie après avoir signé les accords d'Oslo. Ouais. Ils n'ont jamais été dénoncés, même pas par le gouvernement de Netanyahou. Officiellement, ce n'est pas encore dénoncé. Et vous voyez, on a mis encore 600 000, 700 000 colons des plus virulents dans cette partie de la Palestine. Et c'est très clair que cet État-là ne veut pas de paix, ne veut pas d'une solution à deux États. Parce que vous parlez aussi de villes nouvellement créées, enfin de ce genre de petits quartiers à l'intérieur même des territoires occupés. Ah oui, il y a des villes. Alors, villes qu'il faut rappeler, donc des villes occupées par des Juifs. Par des sionistes. Un colon est un sioniste, hein, surtout. Un colon qui vit en Cisjordanie
quand ils se déplacent pour aller à Tel Aviv, ils ne passent par aucun barrage. Des villes comme Ariel, comme Maal. C'est des villes de 100 000, 200 000, 300 000 habitants. C'est important quand même. C'est important, oui. On ne parle pas d'un petit outpost, comme on dit, un petit campement de sionistes. Ce sont des villes qui ont de l'eau 24 sur 24, alors que les villes palestiniennes ont de l'eau une fois tous les 15 jours. Voilà, un exemple. Et c'est de l'eau qui vient du Jourdain, vraiment... De l'apartheid, de la discrimination, de l'injustice, de la hawgara. Toute la panoplie des horreurs de l'humanité, vous les trouverez dans vous parlez aussi de Naplouse, la ville la plus martyrisée. La ville martyre par excellence, Naplouse. Naplouse, c'est là-bas que j'ai atterri en premier, parce que j'ai travaillé avec... en partenariat avec un bureau d'études palestinien. Alors, et vous nous parlez de quelque chose qui n'est pas aussi mis en exergue, en relief dans les comptes rendus de presse actuellement, c'est les sites historiques qui sont systématiquement détruits par l'entité sioniste. Ah oui, c'est ça le projet sioniste. L'effacement de l'identité palestinienne c'est le cœur du projet sioniste. Et qu'est-ce qui rappellerait l'identité palestinienne? C'est bien sûr les sites archéologiques. Et ils ont effacé un nombre incalculable quand ils rentrent dans une ville, quand il y a un prétexte. Regardez ce qui s'est passé à Gaza. Les premiers sites qu'ils ont bombardés, ce sont des sites archéologiques. Et pourtant, le droit international l'interdit. Il y a une loi de 1954 qui cite comme crime de guerre la destruction de sites archéologiques. Vous parlez maintenant des représailles systématiques. J'en ai vécu une à Naplouse. Voilà. Ouais. Ça, c'est systématique. Dès qu'il y a une attaque, tout le monde se prépare. Même dans les hôtels sécurisés, on vous demande d'aller vous réfugier dans les... C'est la punition collective. Hein. Donc ça, c'est un outil qu'utilise le sionisme. Et on le voit aujourd'hui à Gaza. C'est psychologique. Il y a eu une attaque de Hamas sur des sites qui, il ne faut pas oublier, faisaient partie des 45% du territoire qu'avait attribué l'ONU à Gaza. Alors, dès qu'il y a une attaque, c'est la punition collective. Et il n'y a pas meilleure expression que ce que fait aujourd'hui Israël à Gaza. Mais il le faisait aussi en Cisjordanie, il continue à le faire en Cisjordanie. Dès qu'il y a un attentat de Hamas ou une attaque fidaïne, on punit la population civile, on clôture les villes palestiniennes et on interdit tout déplacement, y compris les ravitaillements de première nécessité. Et ça nous rappelle aussi l'armée française durant la colonisation. Toute attaque est suivie, donc action du FLN est suivie de représailles. On brûle des villages, ma mère me raconte, on a connu, moi je fais partie de la génération qui n'a pas vécu le colonialisme, mais ma mère me parlait d'un attentat qui a été commis par les éléments du FLN, dont ma grand-mère faisait partie au Zouadia. Ils ont tué un officier français. L'armée française est revenue, elle a tout de suite aligné 60 hommes sur la place publique du village et ils les ont mitraillés. Alors, un pour 60. Bien, et énormément de choses à dire, et vous le dites si bien. Allez-y chercher ce livre, allez lire ce récit. Il est vraiment poignant, il est à lire, il est à découvrir. Et je donnerai en guise de conclusion, c'est pas votre conclusion, mais celle que j'ai choisie. Ma virée en Palestine, vous écrivez, occupée, dominée, martyrisée, écrasée, m'a plongé au cœur d'un système infamant, dégradant et humiliant pour les êtres humains qui ne demandent qu'un droit à une vie digne et respectable. J'ai vu des horreurs que je n'aurais jamais imaginées, que des êtres normalement constitués pouvaient infliger à leurs semblables. J'ai vécu des interrogatoires intenses de la part des sinistres, Shin Bet et Mossad, déterminés à m'empêcher de poursuivre mon aventure dans le pays immortel dès mon arrivée dans les salles d'embarcation à l'aéroport de Londres et les premières minutes passées dans ce pays d'ignominie. J'ai vu le grand remplacement propre
un olivier bien de chez nous. Donc, tu as vu tellement de choses. Bien sûr, on n'a pas le temps de le faire. Merci beaucoup pour ce, témoignage, Akli Orad. On aimerait donc conclure que on aurait aimé que vous nous fassiez aussi l'honneur et le plaisir de revenir avec d'autres récits sur d'autres régions, puisque vous voyagez beaucoup. C'est en cours. C'est en cours. Le manuscrit va être déposé bientôt à la déjà édition. Invité. Alors, j'ai l'habitude de terminer par quelque chose de plus, allez, on va dire une petite Relaxant. détente, une petite relaxation, une détente. Alors, vous êtes plutôt mer ou montagne? Mer, Quel est votre plat préféré? couscous, Le fruit, les figues. les figues. Bien. C'est pas- Votre roman de chevet, un roman que vous aimez lire plusieurs fois. Oui. Vous avez lu et relu avec plaisir. Nejma de Kateb Yassine. Nejma de Kateb Yassine, bien sûr. Quels sont les auteurs algériens que vous appréciez? J'apprécie beaucoup Yasmina Khadra, mais aussi beaucoup des jeunes écrivains que nous absolument. avons aujourd'hui, y C'est compris vrai. certains collègues. C'est très bien. Alors, étrangers, 2 ou 3 étrangers. Moi, je suis plutôt ancien en matière d'étrangers. J'aimais beaucoup des classiques comme Steinbeck avec les raisins de la colère, Hemingway avec les hommes et la mer, les incontournables. Les incontournables. Bien. Quel est le mot que vous aimez? Amour. Que vous détestez? Guerre. Pardon? Guerre aux frontières. Guerre aux frontières. Très bien. Quel est le dicton, l'expression que vous n'aimez pas? Et le dicton ou l'expression que vous aimez? Très très bien, vous me prenez de court, je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelle est la chanson que vous pouvez écouter en boucle? En boucle, Ayadara Nasirat de Matoblounes. Mais quel est le chanteur préféré? Votre chanteur. Ayatollah. Quelles sont vos 3 passions? Moi, c'est théâtre, écriture et voyage. Voyage, c'est mon métier. Merci Akli Orad, merci d'avoir accepté notre invitation. Donc nous, amis auditeurs, vous étiez donc avec On Prête et on a parlé de cette situation insoutenable qui se passe donc à Gaza et avec ce témoignage vraiment émouvant et glaçant donc d'Akli Orad de Londres à Jérusalem, terreur promise. Je vous remercie d'avoir été fidèles et à l'écoute de votre émission En Prête. Je vous dis bon week-end et je vous rappelle que l'émission est rediffusée le dimanche de 22h à 23h. Merci, au revoir et bon week-end.